Merci de nous accueillir pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous faisons immersion au campus créatif d'AIM à Eben pour une plongée dans le programme Rubica. Ce programme est dispensé à Maurice par le biais d'une convention entre le campus créatif AIM et une école internationale référence dans le domaine des arts appliqués. Établi en 1988, Rubica est une référence internationale en matière de formation au métier du design, de l'animation et des jeux vidéo. Cette institution compte des campus en France, au Canada et à La Réunion, ainsi que des programmes partenaires en Inde et plus récemment à Maurice. Proposé depuis 3 ans par le campus créatif AIM à Eben, le programme mauricien Rubica offre un bachelor en arts, spécialisation film d'animation. Du 23 au 28 juin 2025, l'institution proposait une journée porte ouverte dédiée à la restitution des œuvres de leurs étudiants. Nous y avons fait un petit tour. Petit historique de Rubica, de ce programme et de ses objectifs. Le programme, ça fait 3 ans qu'il est implanté à Maurice. L'idée, c'est de soutenir un bachelor en animation 2D, 3D. Voilà, c'est de former les étudiants sur les 2 premières années pour qu'ils s'expatrient sur la 3e année entre les différents campus partenaires. Ça peut être Valenciennes, ça peut être Montréal ou ça peut être La Réunion. Quel est le profil type de la personne qui justement arrive à tirer le maximum, à vraiment s'épanouir justement dans le cadre d'un cours comme ça? Je dirais que c'est principalement des profils artistiques quand même. C'est quasi tous des étudiants qui ont un intérêt assez poussé pour le dessin. Parce qu'il faut savoir qu'en animation, on dessine tout. Donc c'est des profils artistiques. C'est aussi souvent... bon, après, je ne vais pas fermer la porte aux autres, mais c'est quand même des profils partiellement atypiques, on pourra dire. La plupart, ils ont des caractères assez introvertis. C'est souvent des étudiants qui sont ou pas au courant qu'ils ont du talent ou pas osé croire que ça pouvait être un métier. Donc c'est des gens plutôt discrets qui arrivent ici et puis qui apprennent ensuite le métier à partir de là. Nous voyons que voilà, vous supervisez deux étudiants. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Pourquoi est-ce si important de maîtriser voilà, ce qu'ils sont en train de faire? Dans tout type d'art graphique, le dessin sera la base. Et surtout le dessin anatomique où bien comprendre la mesure est fondamental, je dirais plutôt, pour le développement de toute illustration. Donc mon travail est de les faire avoir vraiment l'instinct du dessinateur, c'est-à-dire avoir le réflexe de faire la chose bien et de pouvoir s'exprimer le plus aisément possible pour que quand c'est reporté sur le numérique, tu sens toujours cette qualité de bon dessinateur et d'artiste. J'aurais dit c'est ce qui est bon, pour beaucoup de cours, c'est vraiment la pratique. Parce que ce que j'ai vu, c'est que même si je dois vous dire tous les petits aspects dans comment faire quelque chose en anatomie, comment faire une main, savoir comment faire les shadings et tout, calculer tout ça, ce qui est le plus important, c'est vraiment la pratique. Comme ça, même si quelqu'un est assez mauvais, s'il pratique jour pour jour 10 à 20 dessins, 50 dessins par jour, là, on va avoir un extrêmement gros progrès dans son travail. Et là, instinctivement, il va savoir comment faire chaque chose. Ce qui est chouette, c'est qu'ils ont fait des BD aussi ensemble. Ils ont utilisé l'anatomie et ensuite ils ont fait du storyboarding, ils ont envoyé sur les ordinateurs, tout ça, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est pouvoir aussi se remettre en question par rapport à la pratique de l'autre qui est à côté de soi et pouvoir faire que ce soit un seul style. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'ils auront à faire dans le futur.
où est-ce que vous vous projetez? Vous laissez les options ouvertes? Ou bien vous fixez déjà dans quelque chose dans le futur par rapport à votre carrière? Comme j'ai dit, mon rêve serait plus dans l'animation et le côté digital, mais ce que j'ai vraiment envie de faire et d'être, c'est d'être un artiste indépendant qui peut gérer ses propres projets et qui peut faire la plupart des choses lui-même, avoir vraiment une patte directe et personnelle dans chaque projet qu'il peut faire. Au lieu que je travaille pour les autres, j'aurais aimé travailler pour moi et avoir le contrôle sur ça. Ça aurait été le plus satisfaisant pour moi en tant qu'artiste. Alors moi je suis encore en première année, du coup d'animation 2D, 3D. Ce que nous avons appris ici, c'est quelque chose d'assez intéressant qui est vraiment l'introduction à plusieurs logiciels en fait. Des logiciels tels que Maya ou Photoshop. C'est des logiciels normalement assez inaccessibles au public. Par exemple, Maya, c'est plusieurs milliers de roupies pour mois. Donc vraiment, l'école nous permet de tester et utiliser ces objets-là chaque semaine pour qu'on puisse en fait progresser dans les domaines comme la 3D ou la 2D. Mais en fait, il y a un dicton qui dit que quand un dessin est bon, sans couleur, sans rien, juste les nez, en fait, tout le reste suivra, tout sera bon. Donc avant, en fait, avoir cette base de dessin, justement, nous permet juste de rendre la chose beaucoup plus appealing. Vous cultivez quelque chose, je sens, qui est essentiel à l'animation, c'est la capacité de collaborer, de pouvoir communiquer avec les autres, de partager ses visions. C'est sous-jacent ou bien voilà, il y a quand même aussi tout un aspect Il y a les deux parties. Je dirais que ça fait partie du programme parce que de toute façon, que ce soit l'année 1 ou l'année 2, c'est des travaux en équipe, c'est des travaux qui sont collaboratifs. Après, dépendant des années, c'est des équipes de 2, des équipes de 3, mais quoi qu'il arrive, il va y avoir l'apprentissage d'apprendre à travailler en équipe. C'est des étudiants qui se dirigent vers une vie, pour la plupart, vers des studios d'animation, des choses comme ça, où de toute façon, ils auront à travailler en équipe, donc ça fait partie des apprentissages qu'on veut leur délivrer. Différemment, sur le campus aussi, on a décidé de les faire accompagner de temps en temps par des interventions d'une psychologue ou d'une coach pour leur apprendre les joies de la communication, le fait de travailler avec des gens qu'on n'aime pas forcément, et d'arriver à exprimer son point clairement, d'arriver à gérer ses propres frustrations sans les jeter nécessairement au visage de l'autre. Donc ça fait partie des apprentissages de travail en équipe. Première année, deuxième année, ils y sont confrontés et on les accompagne pour que ça se passe le mieux possible. Très bien. Alors ce programme, il est relativement récent, justement, vous venez d'en dresser un peu l'historique, mais est-ce qu'on peut déjà peut-être mesurer, on va pas parler de succès, mais voilà, les avenues, les accomplissements, les portes qui se sont ouvertes pour différentes cuvées. Oui, il y en a. Disons qu'il y en a parce que là, par exemple, l'année dernière, c'était la première année où on expatriait nos étudiants. Et on a 2 étudiantes qui sortent donc de leur deuxième année à Maurice, qui sont parties du côté de Montréal et qui ont fait le pas de proposer leur film d'animation court qu'elles ont fait en deuxième année à Maurice sur des festivals dans Montréal et qui ont été sélectionnées parmi de très nombreux participants, donc peu d'élus, et elles en font partie. Donc c'est super encourageant pour nous. Le film nous avait déjà touchés à l'époque, mais ça veut dire qu'effectivement, les étudiants, quand ils sortent formés d'ici, ils sont tout à fait au niveau de l'international. Donc c'est un très joli retour. C'est intéressant pour un parent de voir ces réalisations-là, c'est rassurant, voilà. C'est rassurant, pas vraiment, mais c'est super intéressant de voir ce que son enfant fait, comment il progresse ou pas, et ce qu'il adore faire, au fait. Il le crée.
Et moi, je l'ai suivi depuis le tout début. Et franchement, vous dire, après bientôt la première année qui se termine, moi, je suis déjà très satisfaite de lui. Grégory, c'était facile de convaincre les parents de vous permettre d'étudier ici? Oui, oui. Ouais, ils me soutiennent dans tous mes projets en fait. Et aujourd'hui, justement, pour présenter votre travail à d'autres, vos parents, mais pas seulement, à d'autres personnes, justement, est-ce que c'est un moment important dans votre apprentissage? Oui, oui, parce que c'est important d'avoir les critiques, l'opinion de tout le monde, même s'il est autiste ou pas. Il faut être ouvert à tout et ça permet de progresser, justement. Pendant longtemps à Maurice, les parents étaient un peu frileux par rapport aux arts et aux arts appliqués parce qu'on a un peu des fois crainte par rapport aux perspectives d'emploi, etc. Aujourd'hui, vous sentez que voilà, le monde a évolué, Maurice a évolué, ou peut-être il ne faut pas s'en tenir à Maurice non plus, je ne sais pas. Oui, mais peut-être pas voilà, avec Maurice, voilà. ouais. Est-ce que justement c'est plus facile aujourd'hui quand même pour un parent d'encourager son enfant Ça dépend des parents. Nous, ça a été OK de notre côté, tant que je vois qu'il aime et qu'il veut poursuivre et que ça va lui apporter quelque chose dans le futur, son bien-être, son épanouissement, et puis qu'il puisse avoir un travail avec et qu'il soit heureux. C'est OK pour nous, on n'est pas comme les parents de longtemps, on était obligés de faire les mêmes choses que nous, les parents, grands-parents et tout, à faire les mêmes sujets, même boulot et tout. Ça change maintenant, il faut qu'on vive avec notre temps aussi. Il faut que ces jeunes-là s'épanouissent un peu dans leur monde aussi maintenant. Donc là, vous êtes arrivé à quel niveau de vos études, à quelle classe, etc. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? Et quels sont peut-être vos rêves, pas vos rêves, vos objectifs futurs? Ouais. Alors, on est actuellement à la fin de la première année scolaire de Rubika. Voilà, donc cette année-ci, on a beaucoup touché sur le traditionnel, donc tout ce qui est crayon, plumes, etc. Tout ce qui est très physique, on va dire. Et l'année prochaine, donc la deuxième année, va plus se concentrer sur leur digital. Et la troisième année sera consacrée à la 3D. Alors déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'animation a quand même une place intéressante dans la variété d'offres qui est proposée sur les plateformes. Tout à l'heure, on parlait avec une élève, par exemple, sur Netflix, il y a eu pas mal de séries d'animation qui ont été très populaires. Arcane étant peut-être un exemple, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a déjà quand même justement des exemples de succès, de choses intéressantes justement, de portes qui se sont ouvertes peut-être à quelques élèves? Le truc aussi, c'est que en fait, quand on a commencé l'école, moi je suis arrivée après, mais il y avait déjà ce partenariat avec l'école de Montréal. Donc c'était une discussion permanente entre Montréal et nous. Et donc du coup, il y avait déjà cette notion d'échange entre les enseignants. Il y a des enseignants qui ont délivré des modules à distance, qui nous ont aidés à former nos intervenants aussi, qui ont supervisé tout ça. Et puis il y avait une discussion entre les étudiants de deuxième année là-bas et les étudiants de deuxième année ici, puisqu'en troisième année, ils se retrouvent dans un bain commun. Donc ils sont déjà de toute façon dans l'échange. Après, pour répondre à la question, est-ce qu'ils peuvent être ici et travailler pour ailleurs? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça ne pose plus de problème, ça, de toute façon. Et on a quand même des studios d'animation qui travaillent pour des très très grosses plateformes à l'étranger et qui sont installés ici. Donc oui, on peut le faire. Alors vous, bien sûr, vous êtes une institution. Il y en a d'autres à Maurice qui ont d'autres propositions. La vôtre est très spécialisée sur l'animation en particulier. Donc en cela, je pense qu'elle est assez unique. Parlez-moi un peu de votre approche de la pédagogie. Est-ce que, autant que les bases que vous proposez, est-ce qu'il y a quand même justement cette ouverture pour être assez flexible, pour incorporer peut-être des changements qui se feraient? Voilà. Ouais. Non, automatiquement, alors flexible oui et non, parce qu'on a un programme, à partir du moment où on délivre un programme étranger, on a le squelette du programme qui nous a imposé. Maintenant, on a une certaine flexibilité sur les profils des intervenants, sur la manière d'enseigner.
sur les priorités qu'on veut donner. On a la chance d'avoir des effectifs qui sont quand même à taille humaine. Donc on a beaucoup de rapprochements entre les enseignants et les élèves. C'est vrai que chez nous, un élève qui est en difficulté, il est extrêmement entouré parce qu'il pourra avoir des échanges en face à face avec son enseignant qui pourra l'accompagner de manière personnalisée. Si vous posez la question aux élèves, je pense qu'ils vous diront tous la même chose à l'issue de leurs années ici. Ils sont chouchoutés, ces élèves-là. On a fait le choix de les accompagner aussi au niveau de la santé mentale. C'est pour ça qu'on fait intervenir une psychologue. On intervient dans la gestion des conflits, des choses comme ça. On essaie de leur donner un maximum d'outils pour qu'en dehors du programme technique, ils aient aussi des outils pour leur vie personnelle. Parce qu'on est conscient avec notre expérience que c'est des choses qui sont importantes. Et donc on essaie de donner des outils pour que ce qu'on n'a pas forcément connu nous dans l'école à notre époque, on essaie de leur donner à eux. C'est-à-dire que moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait un gap entre le programme de l'école et la vie active. Et ben, nous on essaie de les préparer à ce saut-là et à ce qu'ils ne soient pas trop secoués quand ils vont vivre la 3e année. Rubika, c'est une école qui est parmi les meilleures écoles mondiales. Je ne sais pas si c'est dans les 5 premières au monde. Donc nécessairement c'est une école qui est reconnue dans le marché du travail et dans cet univers-là. Après, c'est une école professionnelle, c'est une école qui intervient après le bac ou après le HSI. C'est en +1, +2, +3. Nous, on délivre le bachelor. Après, il y en a qui peuvent continuer en master. Donc voilà, c'est le système de reconnaissance qu'on a, nous. Partie de l'enseignement justement dispensé aux élèves ici à Rubika. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Donc pour la première et deuxième année, j'étais surtout là dès le début du projet. Donc on s'occupe, avec un de mes collègues, on s'occupait du projet final de fin d'année. Donc j'étais là à partir du début jusqu'à, disons, moitié de la production et puis je reviens en appui vers la fin du projet. Donc c'est surtout tout ce qui est pré-prod, storyboard, concept art, un peu d'animatique, donc c'est un peu le montage, l'étape du montage si on veut. Et puis je laisse la place aux autres professeurs et je retourne vers la fin quand il faut finaliser l'implémentation. Moi, j'ai tout le temps aimé créer des histoires et avant à Maurice, il n'y avait pas vraiment d'école qui enseignait l'animation en tant que professionnel. Et c'est il y a quelques années que j'ai découvert que Rubika avait des portes ouvertes et qu'il venait de s'installer à Maurice. Et je me suis dit que oui, l'animation 2D, 3D, ça aurait été un bon moyen de raconter des histoires. Donc je suis venue apprendre un peu comment ça marche. La première année, en vrai, c'est vraiment un peu une remise à niveau, vraiment au début, parce que tous les élèves qui rentrent, ils sont tous de différentes écoles, ils sont tous de différents niveaux. Donc Rubika fait en sorte qu'il donne tout le monde le même enseignement, de sorte à ce que tout le monde soit un peu au même niveau. Pour la deuxième année, comme vous voyez ici, c'est un film de 2D de 3 minutes à 5 minutes environ. Donc c'est à ce moment-là qu'on va vraiment commencer à bouger un peu plus, on bouge du traditionnel vers le digital. C'est-à-dire on va utiliser des softwares comme TV Paint, Clip Studio, Photoshop, un peu plus. Comme ça nous permet de créer le film en entier, de la scénarisation au concept. Alors justement, il y a tout un process en fait. Il y a l'élaboration du concept, l'idée, la recherche du style des personnages, les animatiques, etc. Donc parlez-moi un peu de ces étapes-là et voilà. Alors au tout début, on a un prof de scénarisation qui vient nous voir pour nous dire « Ok, vous êtes libre de choisir votre histoire, mais il y a certaines règles, par exemple, on ne devait pas avoir trop de violence ou trop de gore, mais sinon on a vraiment un champ libre. » Et du coup, c'est avec lui qu'on discute des idées, qu'on regarde « Ok, notre groupe, qu'est-ce qu'on aime dans notre groupe, qu'est-ce qui nous parle le plus ?» Parce que comme c'est un métier de passion, donc il faut pour pouvoir réaliser une animation comme ça, il faut qu'on aime
notre histoire. Donc c'est vraiment une étape très importante. Et une fois qu'on a une histoire assez correcte, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire des storyboards. C'est pour ça qu'on a fait des post-it, parce que tout le temps on a enlevé les post-it, on dit ok, on n'aime pas ce plan-là, on va remettre un autre plan, ainsi de suite. Et une fois que le storyboard est ok, on passe vers l'animatique, qui est juste une version des storyboards en séquence. Et une fois que l'animatique est validée, à ce moment-là, on peut commencer à faire vraiment le film en couleur, en line-out et tout. Parlez-moi de ce film, l'idée générale, comment ce film vraiment, voilà, qu'est-ce que vous vouliez raconter et comment le film correspond aussi un peu à des choses qui vous ont touché, vous, en tant que fan peut-être de l'animation, je ne sais pas trop, voilà. Alors, moi, mon parcours, enfin, le film a été un peu inspiré de mon parcours pour arriver jusqu'à Rubica, parce qu'au début, j'étais partie en Chine pour faire des études de traduction avant la Covid. Et du coup, une des trucs, c'est qu'en Chine, l'environnement était totalement différent de l'île Maurice. Et une des choses qui m'ont un peu soulagée dans cette solitude, c'est la nourriture. Et du coup, j'ai proposé l'idée que, pourquoi on ne parlait pas de nourriture qui rapproche? Parce que c'est ça ce qui se passe dans notre film. C'est un vieux chef retraité. Il vient de perdre sa femme, il est un peu seul. Et du coup, il cuisine tout seul. Et un jour, il y a un dragon qui vient l'agacer un peu. Et au début, il veut le chasser. Mais après, il réalise que, en vrai, peut-être qu'il n'est pas obligé de chasser le dragon, il peut vivre avec lui. Et du coup, le chef commence à utiliser la nourriture pour l'apprivoiser. Vous étiez totalement libre ou bien il y a eu des recadrages? On était libre. Il fallait qu'on trouve un style que tout le monde puisse dessiner, parce que c'est une école, donc tout le monde doit faire tout. C'est pas comme une vraie production où une personne fait le clean, une personne fait ça, parce que sinon on n'apprend pas. Donc on a dû se mettre d'accord sur un style que tout le monde pouvait dessiner. Et ça a pris un peu des tests, comme les concept art, pour essayer de voir qu'est-ce qui irait mieux. Et dans mon groupe, personnellement, on n'a pas eu trop de problèmes, parce que vu qu'on se connaissait déjà depuis 1 an, on a su trouver les bons mots pour dire « Ah oui, on veut faire ça, on veut faire ça ». Et à la fin, ça a donné le film. Et justement, c'est facile de partager sa vision, c'est facile de tomber d'accord, mais quand même garder le contrôle. Voilà, c'est évident de faire ça. Vous êtes encadré pour pouvoir le faire? Oui, non, tous nos profs, normalement, tous nos profs sont là pour nous guider vers le résultat final. On a vraiment 2 profs qui sont là du début jusqu'à la fin. Et puis, parfois, il y a des intervenants au milieu qui nous disent « Ah, ok, on va faire un peu de 3D. Peut-être que vous avez réussi à mettre de la 3D dans votre film. » Et il y a des hauts et des bas dans les équipes, mais je pense qu'on a su garder une cohésion, parce que c'est la communication qui est clé, je trouve. Donc, les profs nous disent, s'il y a un problème, dites-nous tout de suite, on va vous aider. Même dans notre groupe aussi, on est genre, OK, j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Et c'est vraiment comme ça que ça marche, c'est un back and forth entre tout le monde. Aujourd'hui, bien sûr, il y a une évolution technologique avec des choses qui dérangent un peu, qui remettent en question l'intelligence artificielle, etc., met un gros point d'interrogation sur la créativité humaine. Pour vous qui êtes jeunes, voilà, qui est en début de parcours, comment vous voyez toute cette question en fait? C'est vrai qu'il y a une grosse polémique concernant l'AI en ce moment. Tout le monde est en train de jump un peu sur le trend, je dirais. Mais je trouve qu'à la longue, les gens vont réaliser que l'AI ne pourra jamais remplacer l'âme humaine, surtout par le fait que de tous les films qu'on regarde en ce moment, c'est genre, qu'est-ce qu'on aime? C'est les films qui ont été faits par des gens passionnés. Donc, peut-être que maintenant, les gens se disent « Ah oui, AI, c'est nouveau, on va rentrer dessus, on va essayer ça. » Mais je pense que dans les années à venir, ils vont réaliser que rien ne peut remplacer la touche humaine dans la créativité. Quelles sont les étapes justement que les élèves doivent assimiler en fait dans ce processus? Déjà, donc ça commence toujours par le scénario. Et c'est en fait le travail de recherche visuelle, de direction artistique commence tout le temps par le concept art, du coup, avec le montage d'un tableau de d'un mood board. Et
Et puis c'est vraiment beaucoup de dessins. En fait, dès le début, c'est énormément de dessins, c'est beaucoup de recherche. En plus de ça, nous on fait de l'animation frame by frame, donc c'est de l'animation traditionnelle, même si c'est fait sur ordinateur. Donc chaque dessin que vous voyez à l'écran, ça a été dessiné par quelqu'un. Donc on pourrait dire que pour, disons, un des films qu'on a eu, ça devait être 2000 à 3000 dessins pour la durée du film, donc ça fait beaucoup. L'animation, bon, autant que le cinéma aussi, mais l'animation, c'est surtout aussi un travail d'équipe. Aujourd'hui, l'animation, elle est numérique, donc est-ce que c'est toujours justement ce même apport, cette même synchronisation qu'il faut développer entre les différentes personnes? Ouais, ce que nous, on fait ici à Rubica, c'est pas de l'animation... on fait de l'animation digitale, oui, mais c'est pas de l'animation, disons, en twin, donc puppet animation, où il y a, malgré le fait que ça soit en 2D, qu'il y ait un squelette et que le personnage soit bougé digitalement. Non, là, c'est de l'animation image par image, donc on utilise le logiciel TV Paint 11, qui, donc en fait, ça reste pareil, c'est toujours la même étape, ça commence par les keyframes, donc les images, les poses clés, suivi par le breakdown, et ensuite on fait les in-between, et ça, ce sont les élèves qui passent partout. Donc on les pousse justement à se partager les tâches. Bien sûr, tous les plans sont déterminés dès le début dans la shortlist, et si disons, une personne commence par les poses clés, une autre personne fera les in-between. Donc ça reste toujours les mêmes étapes que dans l'animation traditionnelle. Ce que vous avez pu voir dans les anciens Disney, c'est ce qu'ils ont fait là à l'école. Alors, je pense ce qui est intéressant, c'est que souvent, bon, dans l'art, etc., parfois on crée tout seul, on a son propre style, on veut apporter sa touche, tandis que dans une initiative comme ça, il faut adhérer strictement à quelque chose qui a été établi dès le départ. De votre expérience, justement, est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement aux élèves ou bien, voilà, c'est quand même, il y a un temps d'ajustement, de synchronisation, etc. Début, disons que pour la partie concept art, c'est là où il y a le plus de recherche. Donc chaque élève essaye un peu d'imposer sa patte artistique, mais à un moment donné, il faut trouver un juste milieu parce que forcément, dans chaque équipe, on n'a pas les mêmes niveaux. Donc il y aura tout le temps quelqu'un qui poussera un peu plus vers une direction donnée. Mais en général, non, oui, c'est plutôt naturel. Je dirais que c'est assez naturel. Il y aura forcément une espèce de domination visuelle d'un élève, mais en général, ils arrivent tout le temps à se trouver. Les inscriptions se font comment, quand Les inscriptions, elles se font sur portfolio. Elles sont ouvertes toute l'année finalement. Les rentrées scolaires se font entre septembre et octobre. Et c'est sur entretien. Portfolio, c'est-à-dire que le portfolio, même s'il en est aux prémices de son portfolio, l'étudiant, il faut qu'il ait un intérêt pour le dessin. Si c'est quelqu'un qui ne dessine pas, c'est pas la peine. Mais quelqu'un qui a un intérêt pour le dessin, ça se voit en 2-3 images déjà, la pratique. Ensuite, c'est un entretien avec le coordinateur de Valenciennes et moi-même. Et puis après, il y a un concours d'entrée. Mais encore une fois, de la même manière, un concours d'entrée, si on a un niveau en dessin, qu'on a un esprit créatif et qu'avec un petit peu de culture personnelle, ça passera sans difficulté. Donc voilà. Donc, à longueur d'année, ça veut dire qu'un élève peut intégrer le programme n'importe quand Non, ou bien non, ça veut dire qu'on peut recruter à n'importe quel moment de l'année, mais quoi qu'il arrive, les rentrées scolaires se font entre septembre et octobre, jusqu'à la fin du mois de juin. 3 ans d'activité donc, qui préparent une jeune génération de créateurs mauriciens désireux de vivre de leur passion. Pour tout renseignement sur les modalités d'inscription, veuillez vous rendre sur le site du programme. Rubica Maurice est aussi présent sur les réseaux sociaux. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt, restez en ligne.